Bonsoir. Ah, vous êtes tous là, vous arrivez. Bonsoir à tous. Encore un rendez-vous du live. Aujourd'hui, on va parler du racisme et de l'intersectionnalité. On aura des intervenants de choix, notamment Gabal Abidra, salam à tous, et Nicole aussi, euh, universitaire qui fait une thèse sur la francophonie et l'islam dans la littérature française. Donc, ça va être super intéressant. Bonsoir à tous, on va tout de suite appeler Gamal, comme ça on va pas perdre de temps. En tous les cas, j'espère que vous avez passé un... Hello, 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 hello tout le monde, ravi de revoir. On attend Gamal, j'ai invité Gamal, ça fait plaisir de voir. Hello Soumia, hello tout le monde, hello Ahmed, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va pas y passer par 4 chemins. On aura droit à un live assez percutant. Euh, donc, je compte sur vous aussi pour le chat. Attendez, je vais réinviter Kamal parce que je crois que j'ai fait une mauvaise manip. Je compte sur vous sur le live aussi pour interagir. Kamal, normalement, il est invité. Il y a Léo. Il y a bonsoir. Normalement, il y a salam à Fatma. Salam à Max qui est là. Ça fait plaisir de voir certaines personnes. Donc, Fatma, il y aura Nicole en deuxième partie pour nous parler un peu de féminisme et d'intersectionnalité. C'est super important. Mais là, j'attends Gamal. Alors, Gamal, où tu es? Où tu es, Gamal? Vous allez voir, quand il va arriver, il va pas passer par 4 chemins. Rien invité. Et voilà. Salif, je fais de mon mieux. J'ai les enfants en plein turbo. Je sais, c'est compliqué un jeudi soir. C'est pas évident. Mais l'intention, c'est les actes ne valent que par l'intention. Donc, pas de souci. Puis on enregistrera et il y aura de possibilité de pouvoir. Hello, hello, soleil de lune, pas de souci. Hello. On attend Gamal. J'espère qu'il va arriver tranquillement. Hein. Bonsoir Jenny, ça touche tout le monde le racisme. Il y a plusieurs formes de racisme. Hein, c'est pas moi qui vais faire le live, c'est plutôt les intervenants, donc je les laisserai parler. Mais c'est intéressant de savoir que il peut y avoir une corrélation entre les racismes. Une femme pauvre, noire, dans un quartier populaire, bien évidemment, il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer en compte, mais pas forcément le fait d'être noir. Pas le fait d'être forcément une femme. Donc si on additionne tout ça, ça fait une pluralité du racisme et qu'il y a à prendre en considération. Pourquoi Gamal ne répond pas? Je l'ai eu il y a 3 minutes. Il m'a dit dépêche-toi. Salam. Vous inquiétez pas, on va retenter. Vous inquiétez pas. Je sais pas pourquoi. Voilà, c'est invité. Oh, bonsoir, tout à fait, ça englobe pas mal de paramètres. Voilà. Et justement, on en reparlera. Une araignée. On en reparlera tout à l'heure avec Nicole. Ah, ça va fumer. Bonsoir Gamal. Bonsoir, ça va? Ça va bien, mais on te voit pas Gamal. Ah, vous me voyez pas, attends. Regardez, regardez, regardez. C'est peut-être ça le problème. C'est ça le problème. Ok, impeccable. Ça va? Ça va bien Gamal. Merci d'être Ah, là, avec plaisir. de prendre de ton temps. Je sais que tu es intervenu tout à l'heure sur A24, s'il me semble bien. Oui, à 24, Afrique Média, j'ai fait 2 interventions ce soir. Donc, merci de venir sur mon modeste live hein, et de prendre le temps de nous éclairer. Alors Gamal, on va pas passer par 4 chemins. Mhm. Bon, tu sais, moi je suis éducateur et souvent les jeunes on fait le point de ce qui se passe sur l'actualité Mhm. et ils me disent Salif, qu'est-ce qui se passe au Moyen-Orient, en Palestine? Pourquoi personne ne fait rien? Pourquoi quand c'est l'Ukraine, eh ben là il y a la cavalerie et pourquoi quand c'est
entre autres, hein, que ce soit le Congo, le Mali, mais là, la Palestine, pourquoi Hum. il a une sorte d'omerta à ce niveau-là? Et il n'y a pas mieux que toi pour nous éclairer sur les questions internationales. Alors, Gamal, éclaire-nous, s'il te plaît. Bah, la question est très simple. Pourquoi est-ce que l'Occident, puisque c'est bien de l'Occident dont il s'agit, n'intervient pas lorsque leurs alliés, lorsque leurs monstres, lorsqu'ils sont fabriqués, Israël, hein, qui est une fabrication des accords Sykes-Picot dans les années 20, pourquoi est-ce que l'Occident ne va pas attaquer leurs frères, leurs copains, leurs jouets, puisque c'est un jouet pour eux? Pourquoi après avoir, et faut revenir sur l'historique, pourquoi après avoir martyrisé le peuple juif en Europe, au lieu de les dédommager en donnant un bout de l'Allemagne, par exemple, ils auraient pu donner un bout du sud de l'Allemagne, au lieu de leur proposer des réparations de guerre qui étaient à la hauteur du massacre qu'ils ont subi, parce qu'ils ont été massacrés, qu'on le veuille ou non, ils ont été traités comme des animaux, ils ont été transférés dans des wagons à bestiaux, assassinés en masse à l'Est, bref, c'est une horreur. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait ce travail? Parce que le programme, l'ambition occidentale était de recréer une nouvelle croisade déguisée. Alors on dit pas ça comme ça aujourd'hui. On dit que c'est des juifs qui reviennent chez eux, ce qui n'est pas vrai. Les Ashkénazes ne viennent pas de la région. Mais les Ashkénazes, c'est les juifs d'Europe et de l'Est, hein, c'est comme ça qu'on les appelle, les Khazars en substance. Et il y a les séfarades, c'est les juifs nord-africains et arabes en général. Donc ces fameux Ashkénazes qui ont été torturés, massacrés, humiliés, qui n'étaient pas du tout sionistes au début avant la guerre, hein, c'était les 3% de sionistes, sont devenus sionistes par peur. Par peur parce qu'ils se sont rendus compte qu'en face d'eux, ils avaient quand même des teigneux qui étaient capables de les exterminer. Et pourquoi est-ce que l'Occident n'y touche pas? C'est pas parce qu'ils les aiment, ils n'aiment pas particulièrement les Juifs qu'ils ont massacrés, ils n'ont jamais ça, ou qu'ils ont abandonnés aux mains de Hitler aussi, puisqu'ils ont refusé l'immigration juive en Europe a été refusée, c'était très réglementé, donc ils ont tout fait pour les laisser finalement mourir à l'Est. Eh bien, c'est parce que comme ils avaient perdu le contrôle de la région, et que c'est une région stratégique, pétrole aujourd'hui et gaz, mais pas seulement, c'est l'ex-route des Indes, la route de la soie, la route du commerce, le croisement entre l'Orient, l'Occident, le Nord, le Sud, l'Afrique. C'est tout ça, c'est un lien direct. L'Asie, l'Europe orientale. Alors orientale, c'est là où se lève le soleil. C'est pour ça qu'on parle d'Orient et d'Occident. Ça ne définit pas les Européens. L'Occident, c'est là où le soleil se couche. Le Maroc étant un pays occidental, n'oublions jamais ça, ou l'Afrique occidentale. Eh bien, ils ont choisi ce travail-là. Oui, parce qu'il ne faut pas se tromper. Les termes des journalistes, quand ils parlent d'Occident, c'est un terme qu'ils veulent qualifier comme étant politique. Mais en vérité, si on élargit, je dirais l'extrême Occident, c'est l'Amérique, et l'extrême Orient, c'est l'Asie. Hein. Mais bon, au-delà de ça, ces Occidentaux se sont dit, bon, on va faire une pierre de coups, on se débarrasse de nos Juifs. On sait que Lord Balfour, qui était un antisémite notoire, trouvait que c'était une bonne chose que les envoyer en Palestine, ça permettait d'avoir une colonie de peuplement. Et parallèlement à ça, on contrôle la région. Et donc, ces accords qui avaient été signés dans les années 20, avant la Seconde Guerre mondiale, ont été accélérés avec ce qu'ils ont appelé l'exodus, pour peupler massivement de gens qui ont été traumatisés par la guerre et par les massacres, des territoires qui ne leur appartenaient pas. Ces territoires appartiennent depuis toujours aux Juifs arabes, aux musulmans arabes et aux chrétiens arabes. C'est eux les vrais dépositaires et les vrais détenteurs de la terre là-bas. C'est eux qui sont légitimes. Les autres, ce sont des produits d'importation. Et c'est vrai qu'on se demande pourquoi aujourd'hui l'Occident tourne les yeux bas, parce que c'est eux qui ont créé ce problème, c'est eux qui ont martyrisé les Juifs, c'est eux qui ont créé cette colonisation, qui ont convaincu les Juifs qu'ils allaient être sauvés là-bas, ce qui est très ironique aujourd'hui quand on voit le danger dans lequel ils sont actuellement. Et surtout, c'est eux qui considèrent en les armant et en les surarmant qu'ils sont leurs parrains. Donc pourquoi est-ce que vous imaginez deux parents qui ont un enfant turbulent, en l'occurrence, la France, l'Angleterre et l'Amérique, ils vont pas condamner leur enfant s'il va mettre une tarte dans la figure d'un arabe, ça les intéresse pas. Et donc, ces questions se posent dans ces termes-là. Alors, une fois de plus, encore une fois, le parrain ne va pas frapper son enfant. Par contre, quand c'est au Congo ou en RDC ou dans des pays en Afghanistan, je ne sais, quand des centaines de milliers, voire des millions de morts sont à déplorer, rappelons aujourd'hui, il faut rendre hommage à ces malheureux Congolais. Je parle de la RDC, la République, l'ex-Congo belge. Démocratique du Congo. J'appelle l'ex-Congo belge parce que c'est un sens historique. Eh bien, il y a à peu près 10 millions de morts aujourd'hui. Voilà. Parce que tout le monde massacre. Mais il n'y a pas de musulmans en face, donc c'est compliqué de faire une caricature nord-sud, arabe, noir, musulman ou je sais pas quoi, chrétien. Ça n'opère pas. Donc on les laisse mourir, mais on continue à piller les richesses. Car il y a un pillage organisé vu qu'il n'y a pas d'État là-bas, ou très peu d'État. Et donc, ces gens-là, on ne s'intéresse pas à eux. Quand il y a des millions de morts en Moyen-Orient, 5 millions d'Arabes tués, quand même, c'est pas rien. Tout le monde s'en fout. Mais la question palestinienne, évidemment, c'est autre chose, parce qu'ils ont besoin de ce porte-avions, de cette base avancée dans la région pour légitimer leur présence et le contrôle, évidemment, on a bien compris, des hydrocarbures aujourd'hui. Et donc, ils vont jamais les condamner parce que c'est les parrains, tout simplement. Ensuite, là, on a constaté, puisque je pense que le live n'est pas par hasard, c'est la mort de paix à son âme de cette malheureuse journaliste palestinienne chrétienne
chrétienne, hein, pas musulmane, qui était littéralement la voix des Palestiniens par Al Jazeera. Elle a travaillé 24 ans à Al Jazeera. Auparavant, elle avait travaillé dans un média jordanien qui s'appelait The Voice of Palestinian Radio, Palestine Radio plutôt. Donc c'est des radios de la voix de la Palestine pour traduire. Et, et donc c'est quelqu'un qui était très impliqué, c'est quelqu'un qui est très formé parce que les Palestiniens sont un peuple très éduqué, contrairement à la propagande israélienne qui voudrait faire croire que c'est des sauvages. Pas du tout, ils sont extrêmement éduqués et raffinés. Ils ont mis toute leur force dans l'éducation parce qu'ils savaient qu'on avait volé leur terre. Et que l'intelligence, ils ont fait comme les Juifs en Europe. Il fallait mieux partir avec un bagage intellectuel que d'espérer garder une maison sur place, c'est compliqué, mais un bagage, on ne le perd pas. Et cette femme, pareil, fait partie de cette élite palestinienne qui est massive, qui a été assassinée parce qu'elle pose des problèmes. Alors je dis bien assassinée parce que quand on a un journaliste avec un gros presse devant soi, et avec surtout un gilet pare-balles, parce que ce truc de presse, c'est un gilet pare-balles, hein, et qu'on tire une balle dans la tête, et une balle qui semble-t-il est une balle explosive apparemment, c'est pas une balle conventionnelle, l'intention c'est l'assassinat. Ça n'est pas un tir au hasard, c'est ciblé, c'est précis, c'est un sniper qui fait le travail. Et là, le monde fait semblant de s'émouvoir de ce qui s'est passé. Ils font semblant parce que c'est beau, parce que c'est la presse, parce que c'est la liberté d'informer, tout le pipeau habituel, mais ça ne change rien. Ils ont fait le coup avec Khashoggi, l'affaire Khashoggi. C'est pas pour autant que l'Arabie de M. Ben Salman a été mis au bord des nations. Ça a duré 3 semaines, puis après ils sont revenus comme copains avec lui, alors que c'est lui qui a organisé son dépeçage, cette mort barbare. Un an plus tard, on l'oublie. Là, c'est pareil. Ils font semblant de sortir l'arme de crocodile, mais ce sera oublié. Et une autre chose intéressante dans cette histoire-là, c'est que c'est une chrétienne. Pourquoi j'ai souligné que c'est une chrétienne? Parce que la Palestine aujourd'hui souffre. Ce sont les Palestiniens chrétiens, musulmans et juifs arabes qui souffrent là-bas. C'est pas une question donc de religion, c'est bien une question de néocolonialisme forcé d'hommes qui viennent d'Europe et qui prennent une terre par la force, soutenus par des Occidentaux qui ont toujours voulu posséder cette terre. 8 croisades auparavant qui ont échoué, c'est la 9e croisade. Et donc ce conflit qui dure depuis très longtemps a donné lieu, alors je vais faire rapidement l'histoire, à 4 guerres. Il y a eu des guerres dans les années 30 parce que les Palestiniens voyaient bien qu'on commençait à voler leur terre, dont Azdin Qassam qui était le premier résistant qui venait de Syrie. C'était un professeur qui s'est battu contre les prohibitionnistes. Puis ensuite, il y a eu la première guerre après la déclaration de l'indépendance, entre guillemets, d'Angleterre, de l'État israélien en 48. Donc les faibles armées arabes, qui étaient très faibles, coalisées, qui sortaient tout juste du colonialisme, ont essayé de répondre à cette création de fait et de force d'un État parrainé par l'ONU sans l'aval des Arabes. N'oublions jamais que les Arabes n'ont pas eu la parole, ni les Africains, on était tous colonisés. Et donc, ils ont tenté une guerre pour empêcher que ça arrive. Ils ont perdu cette guerre, évidemment, parce qu'ils n'avaient pas beaucoup de moyens. Ensuite, il y a eu une guerre en 54 qu'on a appelée expédition tripartite contre Nasser, qui était le chantre du panarabisme et qui voulait libérer la Palestine aussi. Donc, il a nationalisé le canal de Suez, la France, qui ne voulait en finir avec Nasser parce qu'il soutenait l'Algérie pour sa guerre d'indépendance en 56, pas en 54, en 56. L'Angleterre qui voulait pas perdre son canal de Suez parce que ça lui rapportait 3 milliards par an, et Israël qui voulait casser la figure à Nasser parce qu'il soutenait les Palestiniens. Ils se sont mis à 3 coalitions, et c'est les Russes et les Américains, donc Khrouchtchev d'un côté, Kennedy de l'autre, qui ont dit non. C'est pas Kennedy, j'ai une bêtise. C'est celui qui précédait Kennedy, qui ont dit non, on ne fait pas la guerre. On arrête là immédiatement. On ne veut plus que vous soyez dans la région. Donc, ils ont empêché l'invasion de l'Égypte. Ils ont figé ce second conflit indirect israélo-palestinien. Puis ensuite, Nasser, toujours aux commandes, Gamal Abdel Nasser, donc le président égyptien, aura à nouveau des velléités de reconquête de la Palestine. Et il se fera à nouveau agresser en 67, ce fameux guerre des 6 jours, qui durera 6 jours parce que les Israéliens ont utilisé la méthode hitlérienne, la Blitzkrieg, la guerre éclair, pour détruire les avions au sol et pour littéralement laminer l'aviation égyptienne, ce qui fait que les Égyptiens étaient sans défense. Puis après, il y aura une nouvelle guerre, cette fois-ci à l'initiative pour une fois des Arabes, l'Égypte, Jordanie et Syrie, qui vont attaquer en 73, qui vont remporter une victoire éclatante, qui créera une panique, un vent de panique chez Israël qui va charger les têtes nucléaires. Les Américains apprennent ça et vont faire un pont aérien pour que l'Israël puisse remporter la victoire contre des États qui l'avaient vaincu pendant quelques jours. Et ensuite, il y a les guerres d'agression israélienne qu'on connaît. Guerre civile du Liban, agression en 82. En 80 d'abord en Irak, quand ils vont bombarder le réacteur nucléaire. En 82, ils vont envahir le Liban avec cette fameuse, ils ont appelé ça avec un nom toujours de fleurs, paix en Galilée, qui veut dire guerre contre les Arabes. Ensuite, il y aura la guerre contre l'Irak qu'on connaît aujourd'hui, qui a été un vrai massacre. Ensuite, il y aura la guerre en 2000. Ils vont être chassés par le Hezbollah du Sud-Liban. Ils vont partir en catimini. Ils vont revenir à nouveau en 2006 parce qu'ils se croient forts. Ils vont prendre une raclée pour la première fois, une vraie raclée face au Hezbollah, qui est une milice armée mais très entraînée avec les mêmes moyens cette fois-ci,
C'est-à-dire que pour une fois, les Arabes avaient les mêmes armes que les Israéliens. Résultat des courses, les Arabes l'ont emporté. Ensuite, ils vont tenter le coup en 2008 contre Gaza. Là, encore une fois, c'est un échec parce que les Gazaouis ont bénéficié un peu de soutien des Iraniens en particulier. Ensuite, ils recommenceront à nouveau en 2014 contre Gaza, à nouveau un échec. Ils vont tuer des gens, c'est vrai, mais ils ne pourront pas rentrer dans Gaza. Et puis là, on se rend bien compte qu'à nouveau, il y a des tensions parce qu'il y a l'intifada 1 et 2 en 2000, par exemple, ont donné beaucoup de morts. Il y a une nouvelle tension parce qu'il y a eu l'histoire des révolutions arabes en 2011 qui ont vraiment été profitables à Israël. Mais l'instabilité ne leur a pas été profitable et maintenant il y a à nouveau un vent de panique qui est en train de souffler sur l'État hébreu et ils considèrent qu'effectivement il faut faire les guerres préventives. Donc ils attaquent les Palestiniens pendant, comme par hasard, la crise ukrainienne. Donc on en profite, on fait des attaques comme ça un petit peu sauvages, on tue à peu près tous les jours quelques Palestiniens. Mais malheureusement, ils commettent une faute grave. Ils vont tuer une journaliste très connue, 24 ans à Al Jazeera, qui est littéralement, c'était la voix des Palestiniens, les Palestiniennes chrétiennes. Donc, ils l'assassinent comme ça de façon vulgaire. Ils font croire que c'est les Palestiniens qui l'auraient tué, ce qui est complètement ridicule, évidemment. Pourquoi les Palestiniens tueraient quelqu'un qui porte leur parole? Et aujourd'hui, il y a un retournement de tendance. Alors, je ne crois pas du tout, contrairement à un débat que j'ai eu tout à l'heure d'une Palestinienne qui m'a dit que ça va changer. Je ne crois pas au changement. L'Occident soutiendra toujours Israël parce qu'ils ont des intérêts stratégiques dans la région. Et qu'aujourd'hui, à l'époque, il y avait l'Iran qui était leur soutien. L'Iran du Shah d'Iran était vraiment le bras armé des Américains dans la région. Ils perdent de l'Iran en 79. Ils disent même paquet sur Israël et sur l'Égypte. Aujourd'hui, Israël et l'Égypte sont les deux principaux alliés des États-Unis dans la région. Les Français et les Anglais, qui sont un peu les suiveurs des Américains, parce qu'ils ont des intérêts aussi, soutiennent Israël. Et quoi qu'il arrive, quoi qu'on en dise, ils soutiendront Israël jusqu'au bout, jusqu'à ce que les intérêts dans la région disparaissent. Ce qui peut être positif aujourd'hui, s'il doit y avoir quelque chose de positif, c'est que le pétrole, maintenant, s'est déplacé. C'est plus le Congo belge, le bassin du Congo regorge de pétrole. On voit du pétrole un peu partout offshore, en Afrique, en Amérique du Sud avec le Brésil qui a trouvé une nappe de pétrole monumentale offshore. Donc offshore signifie hors des côtes. Hein. C'est de l'anglais. Voilà, donc c'est pareil, on trouve du pétrole au large des côtes brésiliennes. Les Américains développent beaucoup de pétrole, surtout le pétrole de schiste et le gaz de schiste. Les Russes sont devenus un très gros producteur de pétrole puisqu'ils ont à peu près 20 à 30% du marché mondial en réserve. Et donc c'est un marché qui compte. Donc il y a du pétrole un peu partout dans le monde, ce qui fait que le pétrole est de moins en moins stratégique dans la région. Il y a une incidence, mais il est beaucoup moins obsessionnel pour les Américains qui se rendent compte que le soutien à Israël leur coupe les marchés arabes, parce qu'évidemment, et africains. Parce qu'évidemment, les Africains, ils savent très bien que c'est une colonisation, ils se posent pas de questions, ils sont solidaires de la Palestine pour ces raisons-là. Les Arabes, parce que c'est une cause arabe qui ne s'est jamais arrêtée dans le cœur des peuples arabes. Je parle pas des dirigeants, je parle bien des peuples. Les dirigeants, c'est un autre débat. Donc, les Américains se disent à tout prendre, on perd des parts de marché dans le monde arabe, 350 millions quand même de consommateurs potentiels, pour soutenir 3 millions d'individus en Palestine occupée. Voilà, donc aujourd'hui, c'est ça. La migration, s'il n'y a plus de pétrole dans la région, Israël disparaît parce que personne ne soutiendra plus et qu'il ne peut pas se défendre même. Dans le cas du pétrole, il y aura un enjeu, mais le pétrole est beaucoup moins stratégique qu'il était avant. Donc les Américains il y a un cours américain qui commence à être un peu isolationniste, qui se bat. Pourquoi se prendre la tête à soutenir ces gens? Ils nous coûtent de l'argent tous les ans, 3 milliards par an. Ils nous rapportent pas grand-chose. Et en plus, ça crée des tensions. Et en plus, après, il y a eu le 11 septembre, tout ça, bon, faut connaître la musique. Donc ce qui fait, c'est qu'effectivement, pour répondre simplement à la question de départ, ils vont jamais attaquer leurs alliés parce qu'ils en ont besoin, parce qu'il y a des intérêts stratégiques très importants. Ils ne vont pas l'attaquer parce que c'est une tradition catholique. C'est bien les catholiques sont à l'initiative de ça. L'histoire de Bâle, le congrès de Bâle qui disait qu'on va avoir un État israélien, ça c'est du pipeau. C'est une vision catholique. C'est un moine catholique qui a eu cette idée-là. Parce qu'ils se sont dit on n'arrive pas à prendre la région avec nos armées européennes. On va faire croire qu'il y a un retour d'un peuple là-bas qui est légitime. Donc c'est une stratégie qui est assez grossière mais qui a fonctionné parce que maintenant tout le monde croit qu'effectivement ils reviennent chez eux. Après 2000 ans de départ, c'est pas vrai mais c'est pas grave. Et aujourd'hui la question qui se pose c'est comment faire pour sortir par le haut de cette impasse. Moi, je pense sincèrement que des gens qui naissent là-bas depuis 2, 3, 4 générations n'ont pas vocation à partir, c'est normal. Je pense que les gens qui sont propriétaires depuis toujours de ces terres n'ont pas vocation à la quitter, c'est normal. Et je pense que le seul moyen pour que, enfin, les extrémistes qui sont à la tête de l'État israélien, qui se croient très forts, comprennent qu'il va falloir revenir à la table de négociation et être sympa, être un peu humain, reconnaître que ce qu'ils subissent, ils ne vont pas le faire subir. Je ne sais pas les Palestiniens qui ont été nazis. Eh bien, si on arrive un jour à ce que cette humanité revienne dans la région, peut-être enfin qu'on trouvera une solution qui ne soit pas une solution sanglante et guerrière. J'ai peur que malheureusement, pour qu'ils comprennent, il faille une guerre comme en 73 où ils paniquent et rendent le Sinaï, parce que ce qui s'est passé en 73, c'est qu'ils ont pris une raclée. Après, 5 ans plus tard, ils négociaient avec le président Sadat et finissaient par se mettre d'accord dans les accords de Camp David. Et ils ont rendu le Sinaï par la force et ont détruit les colonies qui étaient sur place. Ils ont chassé leurs colons. Donc j'espère qu'on n'en arrivera pas à là. J'espère qu'il y aura l'intelligence des deux côtés, surtout côté israélien qui se croit fort.
Parce que la force ne dure qu'un temps. Le retard que les Arabes ont accumulé par rapport aux armements est en train d'être comblé. On voit par exemple avec les Turcs qui ont fait les drones, les meilleurs drones du monde, c'est des musulmans aussi. Donc ce retard qui est en train d'être comblé, le jour où il sera comblé entièrement comme l'Iran le fait actuellement, par exemple, ce jour-là, le rapport de force va s'inverser parce qu'on est plus nombreux forcément et plus déterminés. Donc il ne faut pas en arriver là, ce serait vraiment dommage parce que malheureusement dans les guerres, c'est pas les dirigeants qui meurent, c'est les civils. Et je ne souhaite évidemment la mort d'aucun civil, qu'il soit évidemment pas arabe, ça va de soi, chrétien, musulman ou juif arabe, je précise, ou israélien, même si c'est des colons. Il ne faut pas les tuer, c'est pas le but de l'opération. C'est d'amener la paix, la pacification et faire de cette région qui était une région paradisiaque à une époque, qu'elle redevienne ce qu'elle a toujours été, sans que l'Occident y mette ses sales pattes. Merci Gamal, merci. Je pense que tu as été très précis et je te remercie d'avoir donné autant de précisions et des références aussi des dates, etc. pour les plus jeunes. Parce que c'est vrai que les plus jeunes, ils ont tous les chars palestiniennes, ils sont pro-palestiniens, ils connaissent rien. Enfin, c'est pas de leur faute, c'est un conflit complexe. Et il y a Abel qui est là, c'est mon collègue. Et c'est sûr qu'on a eu plein de débats et même nous, on peut pas leur répondre. Parce qu'on va griffonner certaines choses, mais on n'a pas de notions concrètes. Et là, je te remercie pour ces annotations qui sont très, très pertinentes. Maintenant, Gamal, bon, merci pour cette réponse. On va rester dans le racisme. Je te demande juste 5 minutes. On va parler un peu de la Coupe d'Afrique. Hein, et d'un racisme aussi, parce que toi, je sais que tu ne fais pas de différence entre les Africains. Mais ceci étant dit, Jamel Belmadi a quand même fait une déclaration. On sait très bien que Jamel Belmadi, c'est quelqu'un qui a grandi en 94, quelqu'un qui a la notion de fraternité entre le Maghreb et l'Afrique noire. Cependant, beaucoup d'Africains qui sont pas en Île-de-France ou en France, moi, mes cousins m'ont dit, mais Jamel Belmadi, ce qu'il a dit, c'est inadmissible, c'est pas possible, c'est pas correct, qui perdent avec les honneurs. Toi, je sais très bien que tu as réagi sur Al24, et je voulais avoir ton point de vue par rapport à cette notion d'Afrique, et notamment dans le football, parce qu'on est tous passionnés par le football, et des dires de Jamel Belmadi, et on sait très bien ici que Jamel Belmadi est quelqu'un de très correct, et qui a même d'ailleurs, quand le Mali a été éliminé, qui est parti voir l'entraîneur qui l'a pris dans ses bras. Donc voilà, on est tous certains de cela, mais j'aimerais bien quand même que tu le dises et que tu me donnes des précisions à ce niveau-là. Alors là, sur la question de Belmadi, il y a eu des déformations de propos qu'il n'a jamais tenues. Et on a voulu globaliser. Et le type qui a fait ça est un vicieux raciste. Je l'ai entendu dans les médias dans lesquels j'évolue. C'est un vicieux raciste. J'ai pas apprécié. Il y a un contexte global. D'abord, le racisme est une chose qui est inventée en Occident. Avant que l'Occident ne vienne polluer le cerveau des nôtres, ça n'existait pas. Je dis toujours aux Arabes que l'arabité n'est pas une couleur de peau, c'est une culture. Si nous étions arabes par la couleur, il faudrait me dire qu'est-ce qu'est Nasser. Gamal Abdel Nasser qui est très bronzé, Sadat qui était noir, les Soudanais qui sont noirs et arabes. C'est pas la question. Ça n'est pas une couleur de peau. Moi j'ai la peau plus ou moins basanée. Dans ma famille j'ai les yeux bleus. La question ne se pose pas en termes de couleur. C'est une culture. C'est un peu comme les Grecs. C'est une culture. Je veux dire, les Allemands n'ont rien de commun avec les Italiens. Pour autant, ils partagent un socle commun culturel. Donc l'arabité, c'est pas une race. La racialisation des débats, c'est un truc sale qui a été créé en Occident, en Andalousie. Donc ça, pour expliquer que ça vient de l'Espagne andalouse. L'Espagne andalouse de Isabelle la catholique. Je précise, la Reconquista, c'est elle qui a créé le racisme, qui a dit que les Juifs et les Arabes, s'ils veulent rester, ils se convertissent au départ. Et ça lui a pas suffi. Et elle dit non, ça ne suffit pas parce qu'ils se convertissent, je leur fais pas confiance. Elle appelait ça les convertis de façade. Donc elle a dit, et les fameux maranes, juifs maranes, c'est ça, c'est le produit de ça. Ils faisaient croire qu'ils étaient chrétiens dehors et ils continuent à pratiquer leur religion à l'intérieur, comme les musulmans. Et ce qui s'est passé, c'est que pour empêcher que ça arrive et pour empêcher que la race inférieure, de son point de vue, ne puisse se maintenir dans sa présence espagnole, elle leur dit, il faut une preuve, elle appelait ça le pacte de sang, d'une filiation sur 2 ou 3 générations. Exactement le même process que les nazis ont imposé en Allemagne face aux Juifs. La même chose, copier-coller. D'ailleurs, ils se sont inspirés à fond d'Espagne. Donc le racisme a été créé là. Ensuite, il y a eu la controverse de Valladolid en Espagne pour savoir si les Indiens, ces malheureux Sud-Américains, qui étaient des êtres humains comme tout le monde, avec une civilisation brillante, étaient des êtres humains parce qu'ils croyaient ou pas en Dieu. Alors comme ils commencent à se convertir au catholicisme pour se sauver leur vie, ils ont dit non, on les massacre en masse, mais on peut pas accepter qu'ils se convertissent, c'est pas des êtres humains. C'est là qu'a commencé le racisme. C'est là qu'il y a duré 1 an avec les catholiques qui ont dit est-ce que oui ou non ces gens-là sont des êtres humains comme nous? C'est pas des animaux? Est-ce que c'est pas des bactéries? Bref, c'était horrible. Et à la fin, au bout d'1 an, après avoir massacré des centaines de milliers de personnes, des millions de personnes,
Ils ont dit finalement c'est des êtres humains quand même. On va peut-être arrêter le massacre. Ensuite, ils ont réduit l'esclavage, mais comme c'est des gens qui avaient du mal à supporter l'esclavage parce qu'il fallait être solide par rapport à la barbarie, ils ont dit on va trouver des esclaves en Afrique du Nord chez les Arabes. On a commencé par les Marocains. Donc c'est pas une question de couleur au départ. Et après, comme ils ont vu que les Marocains n'étaient pas assez serviles et qu'on pouvait pas les écraser assez parce qu'ils avaient quand même une civilisation qui avait dominé l'Occident, ils ont commencé à creuser dans le sud au fur et à mesure. Et ils ont été réduits à l'esclavage des musulmans noirs africains. Mais musulmans, donc des frères arabes ou des frères non arabes, c'est pas le problème, mais qui partageaient les mêmes principes. Et là, ils se sont vengés de ces musulmans noirs africains qui n'avaient pas ce passé de conquête du nord de l'Europe, puisqu'il y a que finalement il y a que la Mauritanie qui est vraiment le pays noir africain qui a conquis l'Europe. Hein. Mais les autres n'avaient pas ce passé-là, ils n'avaient pas cette histoire-là profonde, cette profondeur historique, et donc ils ont dit on va pouvoir les asservir rapidement. Et ils les ont massacrés dans les proportions qu'on connaît, hein. 100 millions d'individus déportés, jetés 90% de ce qu'ils appelaient des marchandises dans l'eau, enfin c'est une horreur. Et ce qui s'est passé, c'est que ces vicieux, pour défausser de leur responsabilité de racistes, ils ont commencé à essayer de mettre ça sur le dos des Arabes. C'est très vicieux de leur part. Je dis pas qu'il n'y a pas eu des Berbères qui ont profité de cet esclavage, comme d'ailleurs des responsables africains, noirs africains, entre guillemets, ils sont juste africains, mais ils ont commencé pour se dire, non, c'est un peu les Arabes, hein, ils ont quand même fait de la traite non négrière, on n'a pas du tout racialisé la traite, alors qu'eux, ils ont dit un noir né esclave de la naissance à la mort, de père en fils, de génération en génération. C'était horrible. Ça n'existait pas chez les Arabes, et Dieu merci, parce que l'islam était là pour calmer les ardeurs. Et donc, ça c'est pour donner un contexte global. Donc, le racisme est un concept européen. Pourquoi? Parce qu'il fallait réduire des hommes à l'esclavage pour en faire des machines, c'est tout. Parce que ça rapportait de l'argent. Parce que humainement, ils savaient très bien qu'ils avaient des êtres humains en face d'eux, mais il fallait faire croire que c'était des machines qui étaient là, corps, verbe, merci, à qui on donnait un peu de nourriture et qu'il fallait détruire. C'est ça le but. Après, ils ont mis ce venin dans la tête de certains imbéciles de chez nous, c'est vrai que ça existe, qui se croient parce qu'ils ont une peau légèrement plus claire, hein, supérieure. Évidemment, sur un plan religieux, c'est zéro. Sur un plan humain, ça vaut rien, puisqu'on est africain. C'est le même continent, il n'y a pas de débat. Mais pour le hasard de la géographie, on est plus ou moins maths. Ils ont cru qu'ils pouvaient se prendre pour, c'est décomplexé, des Européens. Donc ça, c'est un truc qui existe. Après, il y a l'affaire, et là, il y a un contexte global, Belmadi. Belmadi, c'est pas un raciste du tout, mais alors pas du tout. Il n'y a aucune chance. Son meilleur ami est sénégalais, c'est l'entraîneur du Sénégal. Donc quand on est raciste, on va pas faire chercher des gens qui ne ressemblent pas. Ce qu'il a dit, c'est qu'il a dit une chose qui était juste. Il faut voir le match Algérie-Cameroun, et il ne parle pas du Cameroun. Et il a raison pour en parler. C'est une grande équipe. D'abord, le contexte global avec le Cameroun était mauvais parce qu'évidemment, Roger Milla a fait une sortie ridicule qui a quand même un peu envenimé le débat. Mais la responsabilité de Roger Milla est largement engagée. Il a voulu distinguer les Nord-Africains du reste de l'Afrique. Ça, c'est dégueulasse. C'est pour ça il aurait dû être largement ouvertement, d'ailleurs, c'est excusé après, parce que tous les Camerounais lui sont rentrés dedans. C'est quoi ce discours raciste? Donc, il a créé une atmosphère un peu sale. Ensuite, il y a ce match dans lequel, et là, je le dis de façon très claire, hein, l'Algérie a été éliminée en Coupe d'Afrique. C'est la même équipe, hein, il n'y a pas deux équipes. On a perdu avec le déshonneur, entre guillemets, on n'a pas été bon. Et c'est la Coupe d'Afrique. On n'a rien dit. C'est les mêmes équipes africaines, il me semble. On s'est pas battu contre l'Égypte. On a perdu des équipes africaines qui étaient plus fortes que nous. Quand on perd et qu'on n'est pas bon, on ne discute pas. Par contre, l'équipe d'Algérie qui a joué au Qatar, où l'arbitre a mis 18 minutes de triche dans la tronche en rajoutant 18 minutes d'arrêt de jeu qui n'existaient pas, là, elles ont triché. Et tout le monde s'est rendu compte de cette triche. Bon, apparemment, quand c'est l'Algérie, on a le droit de tricher. Apparemment, c'est normal. En 82, en Coupe du Monde, pareil, les Allemands se sont arrangés pour nous éliminer alors qu'on les a battus de la Coupe du Monde avec l'Autriche pour faire un calcul et nous sortir de la Coupe du Monde. Ils ont triché. En 86, pareil, ils ont flingué un de nos joueurs, le gardien, qui a été massacré par l'adversaire. Ils ont triché. Donc l'Algérie a quand même une tradition où la triche existe. Et là, on voit un match. Je suis désolé, 5 buts algériens refusés quand même. C'est pas 1, 2, 3, 5. Soit pour des questions de hors-jeu, soit pour les questions d'une main qui existait, pas de problème, je ne conteste pas la main, soit pour des pénaltys que l'arbitre ne voit pas, bizarrement, soit qu'il refuse une VAR qui invalidait le premier but camerounais, qui a fait le changement du match. Hein. La VAR a dit, les Allemands ont dit de la VAR, non, ce but n'est pas valable, parce qu'ils ont fait une charge sur le gardien. Eh ben, l'arbitre n'en voulait pas. Et ça, les images existent, on les a vues, elles sont sur le net. Et après, à la fin, il regarde la VAR pour invalider un but algérien. On se dit qu'il y a quand même bizarre. D'un côté, il veut pas regarder la VAR, de l'autre côté, il regarde la VAR. Donc, l'arbitre a un arbitrage tendancieux. Il faut regarder le match à nouveau. Toutes les fautes camerounaises, il ne s'y sifflait jamais. Et dès qu'un Algérien fait une bousculade, c'est bon, on siffle. Et surtout, à la fin du match, il y a un début de bagarre. On est dans le temps additionnel. Hein. Les arrêts de jeu, plutôt. Il y a un début de bagarre, donc. Oui, c'est la même chose. Début de bagarre, ça, il n'en tient pas compte. Et comme ça a chauffé les esprits, eh ben, il y a un but qui arrive à la suite de ça. Alors que l'Algérie était qualifiée. Donc, c'est pour dire quoi? Belmadi, il ne dit pas, le Cameroun a mal joué. Le Cameroun a joué comme il joue bien. C'est pas le problème.
Il n'a pas été dans ses meilleurs jours, mais c'est une très grande équipe africaine, on ne le discute même pas. Le Cameroun nous a ouvert quand même la porte en Coupe du Monde à 5 équipes. Ça, on l'oublie pas. Les agents l'ont pas oublié, c'est pour ça qu'ils apprécient. Mais c'est pas le Cameroun qui l'a critiqué, c'est l'arbitre qui se sentait mauvais, cet arbitre. Et il se trouve que les enquêtes ont conduit à penser qu'il y a peut-être des faits d'influence ou de corruption, on ne sait pas, pour l'instant il n'y a aucune preuve, donc moi je ne dis pas qu'il y a, on dit peut-être. Mais surtout, on sent bien que l'arbitre gambien, qui était déjà très décrié avant le match, il y avait une ambiance, hein, c'est pas arrivé comme ça. Les agents, ils ont hésité à accepter cet arbitre, parce qu'il était déjà pas très net sur les matchs précédents, il a eu des propos un peu tordus par rapport aux Algériens. Eh bien, cet arbitre qui n'a rien à voir avec les Camerounais, hein, c'est un anglophone, hein, c'est pas un francophone. La Gambie, c'est un pays qui est enclavé dans le Sénégal. Le Sénégal étant musulman francophone, la Gambie, c'est musulman anglophone. Donc, c'est même pas une question de religion. Ben, cet arbitre, il a préféré ça. Alors, on comprend pourquoi il le fait. C'est vrai que je peux comprendre que certains subsahariens soient un petit peu énervés de voir que finalement, les équipes qui ont le plus d'argent, c'est une question d'argent, c'est pas une question de talent. Parce que les talents en Afrique, il y en a partout. Les équipes qui sont plus argentées, les équipes d'Afrique du Nord, ont tendance à être plus nombreuses en Coupe du Monde. C'est vrai que sur 54 pays africains, là, on a failli avoir 3 équipes nord-africaines. Ça dit des choses. Donc ça ulcère certaines équipes du Sud qui ne sont pas forcément des équipes qui ont de l'argent ou qui sont même professionnelles. Le Cameroun n'était pas une équipe de professionnels. C'est les amateurs qui nous ont donné en 94 cet extraordinaire jeu. Et donc, ça, je peux le comprendre que ça puisse ulcérer, même si c'est un peu dommage parce qu'on est tous africains. Je peux le comprendre. Ce que je n'accepte pas, c'est qu'on mette dans la parole de Belmadi qui est énervé contre un arbitre, hein. Il dit qu'il est africain, la question n'est pas là. Lui, africain, je suis africain. Nous sommes africains. Et quand un type me dit je suis pas africain, ça veut dire que c'est un ennemi qui me parle. C'est-à-dire que c'est un raciste occidental. C'est pas un africain qui me parle. Eh bien, quand je vois ça, je me dis quoi? Je me dis, on fait un faux procès à Belmadi qui critique un arbitre où on voudrait faire croire qu'il critique l'Afrique. C'est faux. Ce que dit Belmadi, il a dit, pour notre continent, c'est pas le continent africain, les autres là-bas, c'est pas ce qu'il a dit. Pour notre continent, l'arbitrage doit être réformé. Et c'est vrai que malheureusement, c'est objectif, hein. L'arbitrage africain au sens large, nord et sud, parce qu'on est arbitres pourris ici en Afrique du Nord, faut pas l'oublier, hein. Ah oui, ça c'est certain. C'est très mauvais pour certains d'entre eux, je vais même pas en parler tellement c'est l'horreur. Mais pour notre continent africain, il faut montrer un bon exemple au reste du monde, parce que le sentiment que ça donne en général, c'est que l'arbitrage est aussi pourri que les dirigeants. Qu'on n'est pas capable d'être sérieux. Qu'en Asie, ils ont fait la réforme. En Amérique du Sud, tout le monde est d'accord, sauf chez nous. Et que la FIFA, qui ne veut pas heurter les sensibilités, ne se prononce pas. Et donc, pour ma part, de dire de Belmadi, qui a vécu, comme tu l'as souligné, dans le 94, on est entre nous ici. On partage le même socle commun, on se fait emmerder par des fachos, on a les mêmes problèmes. Ziad et Bouna, quand ils sont assassinés, c'est un noir et un arabe. Et on reste ensemble. Quand moi j'ai témoigné pour le meurtre d'un ami qui a été assassiné par 3 barbares, c'était un frère africain. Je pose même pas de questions, il n'y a pas à discuter. On a passé comment tous été, et je déteste quand on dit le contraire, on a tous été réduits à l'esclavage, hein. Je veux dire, la colonisation, c'est l'esclavage déguisé, mais c'est l'esclavage. Moi, mon grand-père et sa famille, tous étaient réduits à l'esclavage. Ils n'étaient pas payés pour travailler. On les frappait, on les humiliait. C'est ça la réalité, sauf qu'ils appelaient pas ça l'esclavage. Ils appelaient ça sous-payé, voilà. Mais bon, c'est l'esclavage. Eh bien, quand on a un socle commun, un passé commun, une douleur commune, la colonisation en commun, la barbarie en commun, on a subi la même chose. Je veux dire que ce soit Madagascar avec 500 000 morts ou l'Algérie avec 1,5 million de morts, il n'y a pas de contestation de chiffres. Quand on voit le Congo, l'ex-Congo belge, comme je disais tout à l'heure, la République démocratique du Congo, 10 millions de morts, personne ne dit rien. J'étais le premier à le dire dans les médias. C'est honteux de ne pas dire qu'il y a un massacre de masse et qu'il faut l'arrêter. C'est honteux que le monde s'en fiche de ces malheureux. C'est inadmissible qu'on ne mette pas au moins des forces de l'ONU pour stopper la barbarie, parce qu'il y a des États prédateurs à côté qui veulent prendre de l'argent. Eh bien ça, on doit dire une chose simplement. L'Algérie a perdu dans des conditions qui étaient, et c'est les Européens qui le disent, hein, qui étaient lunaires. L'arbitrage était lunaire. J'utilise un terme d'un arbitre européen. C'est-à-dire qu'il considère qu'il n'a jamais vu un truc pareil, quoi. Où l'arbitre ne voit pas les fautes d'un côté et siffle les fautes de l'autre quand il y en a très peu. Où l'arbitre accorde un but d'un côté et le refuse de l'autre. Où l'arbitre refuse 2 pénaltys, pas un, 2, hein. Pénalty flagrant, je veux dire. Cisaillé Marès, qui était le meilleur joueur de l'équipe, ça faisait beaucoup. Eh bien ça, c'était qualifié comme lunaire. Et moi, je considère que c'est pas parce qu'un arbitre est blanc, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de blanc en Afrique, on va dire basané ou noir, qu'il ne faut pas dire que c'est un mauvais. Quand quelqu'un est mauvais, il faut le dire. Moi, Madjer, par exemple, que je déteste, et là je le dis, je vais être méchant et je vais sortir une petite bombe, ça va pas plaire. Madjer, je le déteste parce que je considère que c'est un raciste. Voilà, là je peux le dire. Autant Belmadi, je ne considère pas qu'il est raciste. Autant Madjer, quand il écarte notre meilleur gardien, qui est Raïs, en arabe ça veut dire le président Mbohli, quand il écarte le meilleur gardien pour mettre un clown à la place, j'appelle ça, il y a une tendance un peu raciste quand même. C'est dégueulasse parce que il connaissait ses qualités, mais il l'a écarté pour des raisons qu'il n'expliquait pas. Ça, je peux dire, bon, je vais peut-être un peu loin en dire que c'est raciste, mais j'ai pas aimé ce comportement. J'ai trouvé que c'était un peu malsain.
Et quand Belmadi arrive, il aurait intégré immédiatement parce qu'il sait que c'est un bon et que c'est un frère. Eh bien, ça, il faut arrêter. Ensuite, en Algérie, on a effectivement des imbéciles qui se prennent pour des Européens. Bah, ça arrive. Il y a des imbéciles partout. C'est comme ça. En Afrique, il y a des gens qui se blanchissent la peau. Bah ouais, c'est comme ça. Et les présidents africains qui montrent le mauvais exemple, ils se prennent une femme noire qui est blanche. On se demande pourquoi. Je vais pas donner de nom, mais on en connaît un qui est pas loin, en Côte d'Ivoire. Je suis désolé, mais Blanche-Neige aux cheveux blonds, ça va 5 minutes. Je parle même pas de certains présidents où leur femme met des perruques rousses, je sais pas quoi. Enfin, c'est ridicule. Ça, c'est un mauvais exemple. En Afrique, il y a des belles femmes qui sont extraordinaires. Elles ne méritent pas d'être mises de côté au profit de l'Union européenne. C'est dégoûtant. Et ça, c'est du racisme interne. Et c'est impardonnable. Et bien là, c'est pareil. Quand on veut faire une distinction entre les Africains, je la combats ardemment. Je travaille dans un média j'interviens souvent dans un média qui s'appelle Afrique Média. Pas l'Africain. Je suis pas l'Africain. Je suis pas l'arabiste. Je suis pour l'unité des pays du Sud. Je ne négocie même pas. Je veux que l'Afrique brille. Je veux qu'on soit le premier continent. Et je veux pas entendre ce genre de stupidité. Le racisme, quand il existe, d'où qu'il parte, hein, que ce soit les propos infamants de, quand il s'appelle, Roger Mila, qui est nul quand il dit ça, ou que ce soit les propos. Il n'a pas été bon là-dessus. Ah, il a fait dans une atmosphère qui était sale. Et Roger Mila, c'est pas l'équipe du Cameroun. C'est l'ancien joueur. Il est has-been, on n'en parle plus. Il a été très bon. Moi, j'ai adoré le voir jouer. Mais quand il dit un truc comme ça, c'est nul. Et quand on l'entend, si un propos comme ça est tenu de l'autre côté, c'est pour ça que j'ai balancé à Madjer, que j'aime pas du tout, eh bien, il faut le condamner. Madjer l'a pas dit. Mais ce qu'il a fait, moi, je trouve ça pas très simple. Mais par contre, quand on fait le procès d'un homme qui a vécu en France, qui a subi comme tous les Africains, Nord et Sud, le racisme, alors que c'est le meilleur pote quand même, le Mali, on a vu ce qui s'est passé, commisération pour ce qui s'est passé avec le malheureux de chaque fois qu'il y a une équipe africaine qui est volée, il est premier à rentrer dedans. Et surtout quand cette fraternité, parce que c'est un ami personnel de l'entraîneur sénégalais, c'est des gens comme ça. Et qui disent la même chose. Bah ouais. Absolument. Ils disent la même chose tous les deux, hein. Je trouve ça anormal. Eh bien, je comprends sa colère. C'est pas une colère qu'il a orientée contre l'Afrique, je veux pas l'entendre. C'est intolérable. Sinon, à ce moment-là, on oublie Rice qui est dans le cage et qui nous protège, hein, quand même, c'est un protecteur. On oublie sa relation avec tous ses frères africains. Non, sa colère, c'est contre un homme, et c'est pas parce qu'un homme a la peau sombre qu'il faut l'épargner. Moi, je dis toujours d'un raciste, le raciste ne dira pas je vais utiliser un terme grossier, un con qu'il est con parce qu'il est noir. Le raciste, je lui dira pas. Moi, un homme qui est con, qu'il soit noir, arabe ou blanc, s'il est con, je lui dis qu'il est con. Et c'est du respect. Parce que ça veut dire qu'il faut qu'il évolue. Ne pas lui dire, c'est pas lui rendre service. Quand un type est un ignorant, il faut lui dire, tu es un ignorant, mon ami, élève-toi. C'est tout. Et bien là, quand un type est bête et raciste, qui se prend pour autre chose que ce qu'il est, il faut le condamner. Mais on peut pas faire procès d'intention à un homme qui était déçu. Parce que pendant tout le match, il sentait bien qu'on se foutait de sa gueule. Il a dit, dès le début du match, il était inquiet. Bon, à la mi-temps, il a trouvé ça hallucinant, le comportement de cet arbitre. Et cet arbitre n'était pas net. Et c'est un type qui s'est mal comporté pour des raisons X ou Y, payé, pas payé, jaloux, pas jaloux. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne voulait pas voir l'Algérie en Coupe du Monde. Ça, c'est visible. Après, que l'Algérie perde dans des circonstances sales comme ça, je comprends la colère. Qu'elle perde dans des circonstances propres comme la Coupe d'Afrique, je comprends qu'on la ferme. Moi, quand on a perdu en Coupe d'Afrique, j'ai pas dit un mot. On a été mauvais. Mais quand on se fait voler une victoire, ça, c'est pas bien. Voilà. Donc, Belmadi n'est pas un raciste. C'est un homme qui était déçu, qui a réagi avec son cœur, qui a dit que ce type-là est un bouffon. Il l'aurait claqué, c'est avec du 94. Donc, c'est le sang qui est monté, pour être honnête, hein. Et encore, il s'est retenu. Mais les paroles, un gars de la rue, je veux dire, quand il dit on va pas le tuer, c'est un truc de la rue. Bien sûr qu'il va pas le tuer. C'est maladroit. Ça, c'est très maladroit d'avoir dit ça. Mais c'est vrai qu'il est temps. Je comprends sa colère. En plus, il a vu le gars à l'aéroport. Mais il n'a pas encaissé que le gars le toise. Donc, tout ça, c'est des choses. Mais il faut pas se tromper de combat. Je veux dire, voilà, c'est ça. Moi, je me rappelle, notre communauté de destin, elle s'est faite en 2005. D'accord? C'est ça qu'il faut retenir. Je parle pas du passé colonial, tout le reste. En 2005, il y a une communauté de destin, c'est Ziad et Bouna. Voilà. Là, on sait ce qu'on est à ce moment-là. Là, on est des Boules et des Noirs, ils le savent. Et dernière chose, n'oublions jamais, et là, je rends hommage aux Algériens, en 70, l'Algérie était appelée la Mecque des révolutionnaires. Pourquoi? Parce qu'elle recevait sur son territoire les Black Panthers. Elle recevait les mouvements de l'ANC. Elle a entraîné les combattants de l'ANC. Elle recevait les mouvements, évidemment, elle recevait les mouvements bretons, corses, irlandais, elle recevait les mouvements d'indépendance. Et elle recevait tous les mouvements namibiens qui étaient aux frontières d'Afrique du Sud racistes pour qu'ils libèrent leur pays. L'Algérie, en 70, disait, il faut pas tomber dans le néocolonialisme économique, il faut qu'on fabrique tout chez nous et qu'on aide nos frères africains parce qu'on a plus d'argent. Voilà ce qu'il faut retenir. Donc moi, je pense que Belmadi, c'est un enfant de cette période-là, comme moi d'ailleurs, demeurant, et qu'on ne doit pas tomber dans le piège de la division. Si l'occidental vous dit, il est noir, il est inférieur, il faut dire à l'occidental, tu es un être inférieur. C'est tout. C'est vraiment trop bête pour comprendre que la race n'existe pas. Il faut l'éduquer. Mais il ne faut pas tomber dans ce piège. Donc Belmadi n'est pas un raciste, je le maintiens. Il l'a dit plusieurs fois d'ailleurs.
C'est un homme blessé, c'est un homme qui a du cœur, c'est un homme qui est profondément ancré dans l'Afrique. Et puis, je suis désolé, Belmadi, il a une tête de blanc. Pas des blagues, quand même. On voit quand même qu'il y a il y a un petit bronzage quand même qui est présent. Eh bien, il faut être fier de ça. Et pour ma conclusion, je vais vous dire une chose qui va peut-être pas plaire à tout le monde, mais j'en ai rien à faire. Simplement, oui, parce que là, aujourd'hui, on en freestyle, on s'amuse. Bon, entre nous. Exactement. Nos femmes arabes et africaines, j'en ai déjà dit plusieurs fois, mais je le redis en direct là. Nos femmes arabes et africaines devraient arrêter d'avoir honte de ce qu'elles sont. Arrêtez de se lisser les cheveux. Arrêtez de se mettre du plastique sur les cheveux. Arrêtez de se teindre les cheveux dans des couleurs ridicules. On n'est pas suédois. Soyez fiers de votre couleur de cheveux. Soyez, moi, ils sont pas frisés, mes cheveux, c'est pas grave. Soyez fiers qu'ils soient frisés. Il y avait un mouvement américain qui disait Black is beautiful. Il faut revenir sur ça. Il faut arrêter d'imiter l'européen. Ça commence à venir en France. On commence à avoir des maghrébines qui reprennent leur vraie texture de cheveux au lieu d'avoir ces trucs ridicules, ce lissage brésilien qui ressemble à rien. On commence à voir ça. Pour moi, c'est de la singerie, c'est ridicule. On est des singes quand on fait ça. On veut singer l'occidental. Faut arrêter. On a de la beauté chez nous. On est beau dans sa nature. Donc, reprenez votre nature. Reprenez vos vrais cheveux. Arrêtez de mettre, moi, Rokhaya Diallo, je lui tire mon chapeau 100 fois par jour. Elle est fière de ce qu'elle est parce qu'on le voit là. Le question des cheveux, c'est gravissime. Donc, retrouvez votre nature et imposez-la en code et en standard de beauté au monde. Il est hors de question que le berceau de l'humanité se désincarne pour ressembler à des singes européens. Ça ne m'intéresse pas. Voilà ce que je dis. Gamal, j'ai envie de te dire merci. Merci. T'as pris le temps d'exposer les choses. On est passé de la Palestine à l'Algérie au football. C'est tout ce qu'on aime. Et j'espère là, je vois que les gens y parlent. Ils sont ravis de ton intervention. Je te remercie, hein, Gamal, et t'es toujours bienvenu. Et merci à Amine, parce que c'est grâce à Amine que je te connais. Merci infiniment. Et si tu as du temps, tu peux rester. On va écouter Nicole qui va parler un peu de féminisme. Alors, je vais réécouter après parce que malheureusement, je suis au travail, donc je suis obligé de reprendre le travail. Pas de souci, Gamal. Attention, j'ai écouté l'émission et pas de problème, c'est avec plaisir. Pas de souci, Gamal. Merci infiniment et à très bientôt, Gamal. À très bientôt. Merci. Bon, c'était très punchy, c'est du Gamal, hein. Gamal, lui, il vient pas là pour rigoler, hein. Il vient pas là pour rigoler, donc on va inviter Nicole qui va nous parler de féminisme. Alors, il y a Fatma qui dit si elle aime bien, elles doivent pouvoir le faire, sinon non, tant qu'elles ne sont pas pour plaire à un homme ou autre. Merci. Fatma aussi qui nous parlait aussi du Liban. Bonsoir Nicole. Bonsoir Salif, bonsoir tout le monde. Ça va? Ça va et vous? Très très bien, ça va très bien. Dis-moi, t'as un peu écouté ce que Gamal a pu dire? J'ai un peu suivi, donc je pense que c'était quand même un discours très émotionnel et il y avait quand même une certaine vitesse dans les propos. Ouais. Quelquefois, l'argumentation m'est allée un peu trop vite pour que je puisse comprendre. Et donc, oui, mais c'était passionnant. Très bien, très bien. Nicole, je te laisse te présenter. Je laisse te présenter pour que les auditeurs ils savent qui tu es et de quoi tu vas nous parler. Oui, donc je m'appelle Nicole, donc je suis doctorante à l'université de Lausanne en Allemagne et à la Sorbonne Nouvelle à Paris. Donc j'écris une thèse sur les représentations de l'islam dans la littérature française et francophone contemporaine. Et je m'intéresse aussi beaucoup sur les questions du féminisme, donc aussi sur notre sujet de ce soir, donc de l'intersectionnalité. Et oui, voilà. Très bien, Nicole, et merci d'être là. Ouh là là, ça commence à parler en allemand. Ouh là là, ça commence à parler en allemand, je comprends rien. Ouh là 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 là. Déjà, je remercie Fatma parce que c'est grâce à Fatma on avait fait un précédent live sur les dangers du Front National des extrêmes en France qu'on a pu se rencontrer. Donc j'ai un peu j'ai parlé d'intersectionnalité. Qu'est-ce que tu peux me dire sur ce sujet-là? Parce que très peu en fait de personnes connaissent ce concept. Est-ce que tu peux l'expliquer à tout le monde, s'il te plaît? Oui, donc en fait, donc ce concept était né
donc dans les années 70, c'était développé par en fait une avocate qui s'appelle Kimberly Crenshaw. Et donc ça vient des États-Unis, et en fait donc elle s'est aperçue que le système juridique aux États-Unis n'arrive pas à bien comprendre la situation des femmes non blanches, dans le sens où elles sont victimes donc d'une forme d'oppression très spécifique, et il y avait donc l'idée en général donc de se dire donc il fallait pas ajouter une certaine discrimination à une autre pour bien comprendre la situation individuelle ou l'expérience de vie d'une personne, mais il fallait donc bien penser cela en termes plus complexes, parce que sinon, donc si on, par exemple, on va essayer de comprendre la situation de vie d'une femme noire, par exemple, donc, normalement, donc il fallait dire, ok, notre perspective se compose de la perspective de l'oppression de l'homme noir, et on y ajoute la perspective de l'oppression donc de la femme blanche. Et elle a en fait développé un concept donc qui est beaucoup plus spécifique en ces termes-là, qui prend en considération aussi donc la vulnérabilité spécifique qui existe dans nos sociétés. Donc, si on est victime de multiples formes d'oppression, et de bien comprendre, donc, il s'agit en fait de donner un outil donc aux gens donc, qui souffrent de multiples formes d'oppression, de penser, et aussi de discuter donc leur expérience de vie, donc leurs expériences de discrimination, et aussi donc dans la recherche par exemple d'offrir une perspective qui permet par exemple donc à améliorer la situation institutionnelle par exemple des femmes non blanches. Et il fallait dire donc juste un petit dernier mot là-dessus. Donc à la base, on a pensé l'intersectionnalité dans une triade de la race, entre guillemets, du sexe et de la classe, et je pense qu'on voit déjà très bien comment les trois sont liés. Mais après, ce paradigme s'est beaucoup diversifié, parce que il fallait quand même prendre d'autres formes de discrimination en considération, par exemple l'intégrité physique, psychique, des handicaps, par exemple, aussi donc là il me manque un peu le mot en français, mais la discrimination envers des gens âgés. Je sais pas comment dire. Mais c'est bon, on a compris, t'inquiète, on a compris. Oui, voilà. Donc, il y a il y a plusieurs formes de discrimination, et en fait, elles peuvent s'imbriquer et être beaucoup plus, j'ai envie de dire, beaucoup plus intenses en sorte du sexe, de la classe sociale et de la race. Donc, est-ce que aussi, tu peux nous expliquer ce que c'est le féminisme? Parce que le féminisme, quand c'est arrivé, c'était le féminisme, on va dire bourgeois,
hein, aux États-Unis pour les femmes qui voulaient sortir un peu de leur classe, de leur classe. Sauf qu'il y a pas mal de femmes, hein, les femmes noires, les femmes mexicaines, etc., qui ne pouvaient pas accéder j'ai envie de dire, aux fruits, aux jus, aux avantages du féminisme. Alors, est-ce que tu peux nous donner quelques exemples et nous expliquer un peu le féminisme? Oui, donc déjà, définir donc le féminisme, donc ça dépend beaucoup de la perspective. Donc je dirais donc pour un féminisme intersectionnel, donc c'est non seulement donc de voilà de lutter contre la discrimination des femmes, mais il fallait aussi y ajouter donc voilà, donc il y a tout un système derrière. Ça lag un petit peu. Vous m'entendez? Vous êtes là? Moi, je suis toujours là, toujours présent. Oui, ok. Euh, D'accord. euh, donc, en fait, donc, ce que le féminisme intersectionnel essaie de faire, c'est d'adresser tout un système qui est construit pour favoriser la position de l'homme blanc hétérosexuel dans la société. Euh, donc, le féminisme classique blanc, si on veut, il a des angles morts sur cette constellation. Donc, justement, si on prend que l'oppression de la femme comme perspective d'analyse, ça va la fausser quand même. Parce que comme ça, on ne va pas comprendre donc la structure dans son intégrité. Et donc, tu m'avais demandé des exemples. Donc, très récemment, il y a un très beau livre qui est paru donc, de Françoise Vergès. Je ne sais pas si tu la connais. Non. Donc, elle a écrit un livre qui s'appelle En féminisme décolonial. C'est une écrivaine je crois qu'elle est de la Martinique. Et donc, elle a par exemple écrit beaucoup sur la situation des femmes de couleur en France, dans le sens où pour avoir réalisé donc la libération des femmes donc, dans les années 70, la libération de la femme blanche, donc qui vous le dit en gros qu'elle pourrait s'investir dans le marché du travail. Donc, ça ne veut pas dire que les tâches qui étaient accordées à la femme ont disparu ou que c'était l'homme dans l'affaire qui a pris toutes ces tâches, mais ils étaient extériorisés sur des femmes de couleur. Donc, je pense à les femmes des ménages, des nounous. Voilà, donc toutes sortes de ce qu'on appelle donc la domaine du travail du care. Donc, et voilà, et dans notre société, donc ce travail est dans la plupart des cas, donc s'il est, il est payé, il est mal payé. Et ces travaux aussi ne favorisent pas une montée sociale. Donc, on est genre donc figé dans cette position sociale
et on est figé aussi à passer sa journée entière à travailler dur, à travailler Oui, avec ses mains. Donc, du coup, on n'a pas d'accès à, à l'éducation, à se former, à travailler, à la culture, oui. oui, à la culture. à- et voilà, et depuis cette position-là, donc il est très difficile justement voilà, Hum, d'investir donc, dans, dans son propre émancipation, donc qui après tout devrait être quelque chose de très individuel. Donc là déjà, voilà, dans le système capitaliste, on est genre à, voilà, forcé à rester dans sa position euh, sociale avec un manque de savoir, de connaissances, de temps libre. Euh, voilà, donc il s'agit de tout ce genre de manque de ressources. Ok, ok. Merci parce que, merci d'expliquer cela, parce que c'est vrai que c'est un concept qui en France, il y a beaucoup de féministes, entre guillemets, en France, qui disent que, en fait, ce concept de féminisme, ça enferme, ça ghettoise certaines femmes. Mais bon, quand on voit Caroline Fourest qui l'a dit, c'est une féministe blanche, bourgeoise, etc. Et bien évidemment, elle, dans sa question de classe, une femme de ménage qui travaille 11 heures par jour, hein, elle n'a pas le même féminisme, féminisme qu'une bourgeoise qui habite à Paris voilà, qui gagne 15 000 euros par mois. C'est pas la même chose. Donc forcément, y a, en termes de représentativité, la femme des ménages ne sont pas concernées par la bourgeoise qui la défend. Donc, dans ce sens-là, je trouve ça très intéressant. Et moi, j'ai toujours voulu parler de ça parce que c'est des questions qu'on se pose quand on débat, quand on échange avec les femmes. Toujours le féminisme, le féminisme, le féminisme. Sauf que le féminisme seul, ça fonctionne pas. Enfin, à mon sens, ça ne fonctionne pas et ça ne peut pas être, ça peut pas, il n'y a pas les mêmes, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et forcément dans le féminisme, est-ce que toi enfin moi c'est ma pensée. Après j'aimerais avoir ton avis sur le féminisme. C'est aussi le marché, le capitalisme qui instaure cela pour justement faire que la femme s'émancipe, que la femme soit une consommatrice, soit une salariée, hein, et qu'elle soit esclave de son patron. C'est pas la même chose qu'une femme qui travaille dans la communication et qui gagne bien sa vie. Donc, quelle est pour toi la part de responsabilité du capitalisme? Euh, oui, donc oui, c'est une très bonne question parce que après, il fallait quand même dire donc le féminisme s'est beaucoup commercialisé. Quand même, il y a le féminisme mainstream qui, en lieu d'être en opposant donc au système capitaliste, Hum, voilà, est absorbé par lui et donc du coup donc ça faiblit voilà son potentiel politique, bien sûr. Et moi, je dirais que, en effet, enfin, le féminisme, donc, en Europe, a, a connu donc certaines vagues. Il y avait donc un agenda qui dépendent donc beaucoup aussi du climat politique. Et en effet, donc ce qui était le focus donc, dans le féminisme européen, c'était surtout le, voilà, le point, enfin, la perspective juridique, la législature. Donc, à quel niveau est-ce que le statut de la femme est, est protégé par la loi. Et, et du coup, donc, on s'est arrêté là. Et mhm,
Donc, il y a en réalité, enfin, il y a toujours donc main de problèmes de ce sort, mais il y a un peu en vernis cosmétique, si on veut dire, voilà, donc que là on pose, donc voilà, qu'on peut justement dire, ok, mais voilà, vous voyez sur le papier, vous êtes quand même égal à l'homme. Voilà, donc qu'est-ce qu'il y a? Voilà, qu'est-ce qu'il y a encore donc voilà à discuter donc et puis donc voilà de ce point de vue-là donc il y avait enfin d'autres domaines de la vie donc qui se sont mis au premier plan et moi donc je suis entièrement d'accord avec toi que en ce moment donc les donc euh, ton, ton premier invité a aussi évoqué cela, les standards de beauté sont par exemple donc un point qui est aussi très très profitable, disons, donc pour le système capitaliste voilà, à faire partie donc de l'agenda féministe, donc de vouloir se construire donc comme en contrepôle voilà, au certains standards de beauté par exemple, donc, en insistant beaucoup sur la body positivity, au lieu de dire, par exemple, que après, et c'est ce qu'imaginer un peu donc, dans les propos de ton premier invité, donc il fallait quand même se dire, après, il y a bien plus voilà, donc, de sujets féministes qui concernent le corps à part de l'apparence, à part de l'aspect extérieur. Voilà. Et comme ça, donc, tous ces sujets, donc, par exemple, on le voit aux États-Unis maintenant avec cette voilà, ce retour un loi peu horrible sur choses un peu plus. l'avortement qui est en train de se mettre en place, qu'il y a bien d'autres sujets qui concernent voilà, le corps féminin qui n'ont pas à faire avec les standards de beauté ou certaines... Voilà, et comme ça, voilà, donc à mon avis, personnellement, je trouve que il y a comme ça donc des débats qui détournent un peu le focus, qui camouflent d'autres problèmes. Oui, et il y a aussi moi je pense aussi qu'il y a des groupuscules qui se forment et qui sont financés par des personnes qui ne souhaitent pas que les femmes s'émancipent. On va sortir euh, voilà il y a des groupes de féministes extrémistes. On ne sait pas d'où ils sortent, on ne sait pas par qui ils sont financés. Et forcément, ils font des opérations, je ne vais pas faire Arnaud ici, mais qui font des opérations pour justement occulter le vrai combat des femmes, le vrai combat des féministes. Et ça, on est tous d'accord là-dessus. Moi, j'aimerais aussi avoir ton regard sur le féminisme islamique. Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus sur le féminisme islamique? Oui, donc le féminisme islamique, c'est en effet donc il faut dire donc ça fait partie donc voilà donc de disons un peu le contre-mouvement donc contre le féminisme blanc impérial empathie, mais c'est aussi venu donc des voilà donc des évolutions donc dans les pays islamiques. Donc il y a un peu ce double démarche. Il faut d'un côté viser donc donc l'hégémonie qui existe voilà dans le discours féministe qui est dominé par le féminisme blanc et le conseil sur l'émancipation qui va avec, par exemple, un certain code vestimentaire. Et puis, il y a
donc des essais voilà, de retravailler comment la religion est utilisée par les hommes pour renforcer donc le patriarcat. Donc il y a certaines lectures de l'islam qui sont dominants et qui favorisent donc l'oppression de la femme. Et donc voilà, donc ce que le féminisme islamique fait, donc ça fait une très grande partie donc de leur engagement. Ce sont des relectures du Coran, des hadiths, avec voilà, un certain assemblage herméneutique pour reconstruire et aussi donc de réapproprier donc le message religieux pour eux-mêmes ou elles-mêmes. Je comprends, mais en quoi le féminisme islamique, enfin, en quoi le féminisme islamique peut apporter par exemple, des femmes qui sont en Allemagne, en France, en Suisse, je ne sais où, peut apporter quelque chose, alors que dans l'imaginaire collectif, l'islam a une vision rétrograde de la femme, une vision un peu archaïque. Comment on peut comprendre qu'il est possible d'avoir un féminisme islamique, hein, je parle dans le logiciel occidental, alors que pour eux, dans leur doxa, l'islam est vraiment quelque chose de anti-féministe. Comment on peut articuler les deux? Donc, en fait, donc, si j'ai bien compris ta question, donc c'était voilà, donc voilà, donc que tu voulais mettre un peu le doigt donc sur cette voilà cette antithèse que le féminisme islamique Voilà. ok. Parce que, Oui. parce que pour certains, c'est antinomique. Féminisme, islamique. Pour certains, je veux dire. Est-ce que tu peux clarifier un peu les choses là-dessus? Oui, donc en gros, c'est parce qu'en fait, donc le féminisme, donc lorsqu'on emploie la notion de féminisme, on pense tout de suite donc au concept du féminisme blanc européen dont on vient parler. Donc, ce concept ou cette compréhension du féminisme a marqué, je dirais, donc de façon permanente donc aussi notre compréhension de faire féminisme, donc de comment voilà, donc comment construire un agenda féministe, comme voilà, donc quel est aussi donc le chemin vers l'émancipation. Et donc de cette manière, donc ce que le féminisme islamique comme aussi le féminisme décolonial fait, c'est de particulariser cette notion voilà, spécifique qu'on a du féminisme qui est implicitement donc le féminisme blanc et d'ouvrir une autre voie voilà, d'émancipation possible parce que donc, voilà, chez nous en Europe, on a ce concept, oui, bah, pour s'émanciper, il faut refuser la religion. Mais cela, ça vient d'un contexte spécifique, donc qui a à faire avec l'Église catholique à l'époque, voilà, aussi avec les débats sur l'avortement, sur les contraceptifs, toutes ces choses-là. Et c'est un mouvement historique très, très spécifique, donc très complexe. Donc, il y a des causes et effets. Et voilà, donc ce qu'on comprend, donc dans la plupart des cas, donc c'est cette voie d'émancipation, voilà, donc comme si c'était la seule qui existe.
Parfait, Nicole. Alors, j'ai mon ami Fab qui dit concrètement le féminisme, ça sert à quoi? Et la conscience sociale qui dit à lutter contre les discriminations à l'égard des femmes. Est-ce que tu peux compléter cette question de Fab qui dit à quoi ça sert réellement le féminisme? Et on parle du féminisme sous toutes ses formes. Oui, bah c'est Bon, une grande il vient un peu à la fin de question. la guerre, Fab, hein, parce que tu l'as décrypté, mais en quelques mots, quoi. Le féminisme, à quoi ça sert? Donc, en quelques mots. Euh, oui, donc, oui, donc nous en recherche, on n'est pas des amateurs des peu de mots, mais je vais essayer. Vas-y, Euh, bah vas-y, fais comme tu veux, fais comme tu le sens. euh, donc, je dirais donc le féminisme, c'est à la fois donc un certain voilà euh, un certain réseau de savoir, de Mhm, méthodes, euh, d'action politique, une forme de faire communauté euh, qui mhm, vise à améliorer donc la situation de vie après tout. Donc, il s'agit que de cela. Euh, des êtres humains qui sont opprimés à cause voilà, de leur genre, donc, voilà, de la manière dont le genre est élu. Voilà, donc les peu de mots. non, c'est très bien. Et puis, il y a Fatma qui, qui lui a répondu, discrimination accumulée depuis des siècles dans tous les domaines. Donc, en réalité, une communauté, est-ce qu'il est possible, selon toi, qu'il y ait une communauté de féministes je sais pas moi, que ce soit de tous les pays du Kenya, enfin de l'Afrique du Sud, au Groenland, voilà, qu'il y ait une certaine communauté de féministes qui puissent converger vers quelque chose d'universel. Est-ce que toi, tu penses que c'est possible ou pas? Euh, oui, donc c'est tout un travail en fait qui se met en place voilà, en ce moment, donc qui est très difficile parce qu'on est Hum, toujours en train d'apprendre voilà, des erreurs du passé. Euh, mais je pense que à la base, donc pour comprendre notre monde qui est mondialisé et pour hum, lutter aussi contre les discriminations qui sont ancrées dans des structures mondiales. Donc, il fallait former une communauté mondiale pour être efficace contre, voilà, contre ces systèmes. Donc, il fallait euh, donc essayer de prendre une perspective qui ne s'arrête pas à voilà, des frontières nationales, de langue, hum, de religion. Euh, Parce que sinon, donc, voilà, il y aura de nouveau beaucoup d'angles morts. Euh, voilà, donc, qui font justement donc, que voilà, les luttes vont être moins efficaces. Euh, et je dirais, donc, il y a en ce moment, il y a beaucoup de malaise, surtout donc, parmi euh, la communauté féministe du Nord global a formé une alliance avec les féministes du Sud parce que justement, donc, il y avait dans le passé beaucoup cette attitude paternaliste, euh, voilà, euh, que en fait, donc, les différences voilà, dans les ressources ont résulté aussi donc voilà, voilà, dans une rencontre voilà, qui n'était pas face à face, qui n'était pas hum. égale. Et voilà, donc comme ça, donc il faut toujours trouver des moyens pour diminuer ou de Ces ne pas, inégalités? oui, voilà, de ne pas laisser donc les différences réelles, manifestes,
voilà, qu'ils vont pas se traduire donc dans des différences, voilà, dans la question à qui s'adressent donc ces luttes féministes. D'accord. Moi, je voulais te poser une question. Est-ce que en Allemagne, est-ce qu'il y a une différence de salaire entre les femmes et les hommes qui est manifeste? Oui, Est-ce oui, que c'est absolument. correct ou et est-ce que cette différence de salaire, est-ce qu'elle peut être nuancée ou expliquée? Parce que moi, j'ai connu certaines personnes qui me disaient, évidemment, un employeur entre une femme et un homme, bon, il y a pas de, en fait, ce sont des moyennes. Donc, comme une femme, possiblement, elle a 1,8 enfants en moyenne, 1,8 enfants par femme, il se dit que sa femme, potentiellement, elle sera absente à un certain moment. Donc, est-ce que cette différence de salaire qu'il y a dans les pays industrialisés comme la France ou l'Allemagne, est-ce que on peut l'expliquer un petit peu? Parce que on entend toujours ça, on dit oui, il y a des différences entre les femmes et les hommes, etc., à compétences égales. Mais est-ce qu'on peut l'expliquer? Oui, oui, donc là, en fait, donc ce qui est voilà, 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 ce qui est en fait très gênant, c'est que donc ce que tu viens d'expliquer, donc voilà, donc cette différence ou juste voilà donc que la femme aura probablement plus d'absence que l'homme, donc ça fait en fait partie donc d'une rhétorique qui est légitime alors qu'on parle voilà, des inégalités donc, Égalité? entre femmes et hommes donc, sur le marché du travail. Et donc, voilà, donc, il y a un problème parce que donc, à la base, donc, ça renforce aussi une certaine image de, voilà, une certaine perspective sur voilà, la vie d'une femme voilà, qui va forcément avoir à un moment des enfants et que voilà, juste ce simple fait donc n'importe si elle veut avoir des enfants ou non, donc que ça va être quand même le compromis donc, sur lequel elle soit embauchée. Et donc là, comme ça, donc ça, voilà, donc à mes yeux, donc c'est en sexisme très apparent, donc parce que il y a voilà, il y a un moment très fort sur le marché du travail où l'inégalité s'inscrit dans la matérialité du corps. Et voilà, et ça pose un problème. Donc, il y a pas seulement donc, ce fait dont on a déjà parlé, donc la plupart du travail du care est du côté de la femme, mais aussi donc, tout simplement donc, dans le fait biologique. Oui. Et voilà, et donc il y a ces deux facteurs qui s'accumulent. Et puis, il y a voilà il y a maints problèmes donc qui viennent avec ça, donc juste pour donner un exemple donc en fait donc au moment donc où la femme est entrée au marché du travail donc on n'a pas genre retravaillé le système voilà, le système du travail donc pour s'adapter à cette nouvelle situation et voilà, par exemple donc à instaurer de nouvelles mesures donc pour voilà, prendre soin voilà, des enfants, des tâches ménagères, mais c'était voilà, donc c'était une question et ça reste une question financière. Donc, à la base, il fallait avoir suffisamment de ressources pour se permettre d'aller travailler. Non, mais... Et donc... excuse-moi, Nicole, mais bon, en fait, ce que j'ai dit, c'est ce qu'on entend souvent. On dit oui, il y a une différence de salaire, etc., entre une femme et un homme à diplôme égal.
Et c'est souvent ce qu'on entend. Bah oui, mais bon, la femme à un moment donné, elle peut partir soit 1 an, soit 3 ans, si elle enchaîne un enfant derrière. Et effectivement, c'est aussi la loi de la vie. Mais là, je me suis fait un peu lyncher par, par, hein, par Fatma et Eva. Mais oui, mais c'est ce qu'on entend et forcément, ça a un impact. Mais je pense, moi, que il y a une différence entre une femme, et c'est le sujet du jour, entre une femme qui gagne bien sa vie, qui est directrice commerciale, et une femme de ménage. Ils n'ont pas les mêmes problèmes de garde, hein. Ils n'ont pas les mêmes problèmes dans la société. Et une femme qui a des sous, qui a un pouvoir financier conséquent, lui permet de pouvoir résoudre ces genres de problèmes. Mais quand on gagne 1300 euros, de prendre une nounou, de prendre une femme de ménage, etc., c'est pas dans sa possibilité. Donc pour moi, le féminisme, c'est un vrai combat, mais le vrai combat, pour moi, c'est le combat des classes sociales. Ouais. Donc, moi, on est tous féministes, on a tous une mère, on a tous des sœurs, on a tous des femmes, etc. Mais le vrai problème, il est là. Et je pense qu'on peut, votre cause et votre combat, il est légitime et il est honorable, mais il faut jumeler ce combat. Parce que forcément, une femme qui a les moyens, bah, elle n'a pas les mêmes problèmes. Elle se pose pas la question de savoir si elle va mal manger, si elle va manger du bio ou si elle va manger du fast-food. Ils n'ont pas les mêmes problèmes pour ce transport, pour les vacances. Enfin, voilà, c'est des questions qu'il faut quand même se poser. Et il n'y a pas plusieurs combats à mener en parallèle. Love My Job, elle dit il n'y a pas de combat en parallèle. Je pense Ouais, que et les on se peuples. pose la question, donc, qui est le premier à lutter, non? Donc, qui est le premier à attaquer? Donc, ça, voilà. Et là, du coup, donc, il faut d'abord, donc, je trouve avoir euh, voilà, donc, une forme de communication, de communauté, voilà, d'échange, de savoir, donc, voilà, un vrai échange sur les situations de vie. euh, Afin enfin, voilà, donc de trouver un consensus, afin de trouver des points communs. Euh, et voilà, donc, je suis entièrement d'accord avec ce que tu as dit. Et voilà, c'est souvent voilà, un point qu'on néglige. Donc, que le féminisme ne soit pas voilà, non seulement donc une affaire voilà, très élitiste, très Ouais, ouais, faut apporter. voilà, donc il faut avoir accès à une certaine formation, à une certaine ressource, voilà, donc mais vraiment donc d'ouvrir donc voilà, de donner voilà, la participation au féminisme donc accessible à toutes. J'ai une question. Est-ce qu'on peut être un homme et être féministe? Oui, bah, absolument. Oui, je dois élaborer un peu, c'est ça. Oui, je t'en prie, vas-y. Euh, oui, de la même façon, donc, que en tant que personne blanche, je dois aussi être antiraciste. Euh, C'est vrai. donc, il faut, donc, et puis il y a aussi des répercussions. Donc, en fait, voilà, donc notre système hétérosexualiste accorde des rôles au genre, donc qui peut aussi être, enfin, qui sont opprimants donc aussi aux hommes. Donc, il faut pas l'oublier. Donc, je dirais donc non, c'est d'un côté une question de solidarité, oui, mais aussi une question donc de voilà, voilà, aussi d'agir donc depuis ses propres intérêts. Là, Eva me dit bien sûr on peut être on peut être un homme et être féministe
Fatma qui dit bien sûr t'as intérêt à être féministe, un homme peut être un allié, oui t'as intérêt. Euh, d'accord, bien sûr un peu. Hein. Euh, et il y a quelque chose aussi dont on parle beaucoup. Est-ce que euh, est-ce que tu n'as pas l'impression que ces dernières années, depuis les années 2000, on est passé d'une société patriarcale à une société matriarcale? Euh, euh, Tu peux est-ce que dire non, je- donc, pas à ma connaissance. Donc, il fallait avoir un exemple concret, je dirais. Je sais pas, je sais pas, est-ce qu'on va se tourner vers les États-Unis ou est-ce qu'on va hein. vers Non, en l'organisation en ce France ou en moment? Allemagne, en France ou en Allemagne. Euh, bon, je, je pense, euh, je pense donc, voilà, pour la France, donc je sais pas si c'est vraiment nécessaire donc voilà donc d'évoquer cette question après les présidentielles justement. Et euh, donc, du coup, donc ce que je peux dire Ouais. est que, par exemple, donc il y a voilà, une certaine visibilité des femmes qui n'étaient pas là avant ou qui s'est évolué dans ces dernières années. Mais je sais pas, on peut se tourner donc vers euh, voilà, donc vers les grandes entreprises et puis Mhm. donc voilà, voir qui est voilà, donc comment ça s'appelle donc voilà, qui sont les preneuses des décisions. Donc voilà, on pourrait se tourner donc vers la question Mhm. donc comme je l'avais dit donc qui fait la plupart du travail de care. On pourrait se tourner sur voilà l'autonomie sur le propre corps, donc il y a aussi une très grande question où dans nos sociétés, on peut se tourner vers les codes vestimentaires, on peut se tourner vers, voilà, vers les, voilà, vers les violences. Et puis, en fait, Voilà, ah, donc j'ai j'ai besoin de non, voir de c'est quoi exactement on parle pour, parce que j'ai un peu de mal à voir, euh, à m'imaginer, donc, voilà, prendre cette perspective. non, j'entends, je comprends ce que tu veux dire. Bon, parce que des fois, on entend certaines choses. On peut voir des questions. Si la société, une question de Fabrice, si la société s'inversait en total féminisme, que le patriarcat disparaîtrait, que seraient les réels changements? Tu la vois cette question? Mm. Ok, oui, donc là, donc je pense dans cette question, Bienvenue Fabrice. donc on, donc en fait, je vais pas j'avais essayé de donner une autre définition donc, du féminisme que voilà, c'est ce qui, je pense, à la base de cette question. Donc, il y a une supériorité donc, dans certains genres sur un autre. Je pense que ça, c'est la base de cette question. Et je dis donc, à la base, donc le féminisme, c'est autre chose. C'est en fait, voilà, donc c'est l'égalité entre les genres et pas juste donc renverser le patriarcat en matriarcat, mais d'aller donc vers une société où le genre n'importe lequel ne joue pas de rôle dans la position que l'on prend dans cette société.
Voilà, donc. Bon, Fatma, elle te dit bravo. Voilà. Merci. Bravo. Je pense que c'est une très bonne réponse. Et j'ai une petite dernière question. Qu'est-ce que tu penses on a parlé du féminisme islamique, on a parlé du féminisme blanc. Pour toi, la tenue vestimentaire a-t-elle un impact féministe Wonder Woman euh, est-ce que tu penses que la tenue vestimentaire, parce qu'il y a certaines femmes féministes qui ont été placardées, qui ont été montrées du doigt parce qu'elles avaient une tenue qui n'était pas en adéquation avec leurs idées. Hein. Et notamment aussi Camilla Jordana qui a parlé de violence, violence policière et de féminisme, mais qui avait un décolleté. Est-ce qu'il est possible de pouvoir combattre certaines idées, une idéologie, avec une tenue qui n'est pas forcément, je dis bien entre guillemets, en adéquation avec le combat. Est-ce que pour toi, avoir une tenue, c'est un indicateur sur le combat mené? Oui, donc en effet, il y a cette belle citation, donc je me rappelle plus qui l'a dit, mais en fait, ça dit en gros. Chez mon chargeur, continue. Oui, ça dit en gros, donc une fois qu'une société décide que le corps féminin est scandaleux, il n'y aura jamais suffisamment de vêtements pour le couvrir. Donc, à la base, donc, il n'y a que cela. Donc, et on aperçoit donc, que dans les sociétés européennes, il y a ce dispositif donc, donc de vouloir donc, des femmes qui sont découvertes, mais pas trop parce qu'il fallait quand même donc les réglementer donc à partir d'un certain code vestimentaire. Donc il fallait bien donc être cohérente avec un certain code vestimentaire, mais c'est plutôt pour faire entrer des gens dans des cases. Et donc je dirais donc il fallait plutôt donc penser à donc voilà il fallait plutôt donc changer donc cette perception donc du corps féminin le symbolique et derrière certains codes vestimentaires, la pudeur, la promiscuité, des choses comme ça, donc des conseils qui sont donc qui sont faits, qui sont conçus pour opprimer les femmes et qui sont ensuite inscrites dans les vêtements pour que donc tu peux juger les gens donc du premier regard. Donc tu n'as pas besoin de parler à la personne, tu n'as pas besoin donc de donc de changer avec elle, mais juste en la percevant, tu la connais, donc tu as un certain savoir sur elle, et du coup ça tu donne du pouvoir. Et donc il faut juste désintégrer ces concepts donc des vêtements ou enfin du corps féminin qui est habillé d'une façon ou d'une autre. Ou ça peut être aussi la marchandisation de la femme, du corps de la femme. Et ça, c'est un vaste sujet, un autre sujet. Nicole, je te remercie infiniment. C'était un plaisir. Merci à toi. Merci de l'invitation. Donc le plaisir est de mon côté. Et
Voilà, et aussi, donc, merci, donc, de façon générale, donc, de faire tes lives hyper intéressants, que tu fais ça dans ton livre, c'est quelque chose, voilà, donc, voilà, c'est juste un hyper beau engagement, donc. Merci, merci. Et puis, bah, reviens quand tu veux. On fera d'autres choses, à mon avis, sur le féminisme, parce que c'est un sujet trop complexe pour le banaliser et puis échanger, autant avec Fabrice qui lui aussi sur le live avait beaucoup de questions et je pense que c'est petit à petit quand on puisse ne serait-ce que donner un espace de parole à tout un chacun pour qu'on puisse vraiment comprendre. Parce qu'il y a beaucoup de gens quand on entend parler du féminisme islamo-gauchiste, islamo-féminin, on n'y comprend rien. Et moi, je pense qu'ils font exprès de complexifier ces termes pour que ce soit pas accessible à tout le monde. Et nous, notre travail, toi aussi, enfin, c'est aussi de donner accès à tout le monde à cette possibilité de pouvoir interagir et d'être dans le débat. Parce que si on est hors débat, on est là, voilà, on peut pas être un homme et combattre le féminisme. On peut pas être une blanche et défendre les droits et les libertés des personnes racisées. Enfin, voilà, il faut que aussi on puisse enlever nos lunettes noires et offrir à tout le monde cette possibilité de pouvoir interagir sur tous les sujets. Moi, voilà, j'ai commencé à faire des lives, c'était sur l'éducation sociale, parce que voilà, je suis éducateur. Aujourd'hui, je parle du féminisme. La dernière fois, on a parlé des écrans. Dimanche prochain, on va parler de la guerre. Voilà, tout sujet. Il y a un proverbe chez moi qui dit de la discussion jaillit la lumière. Donc, je pense qu'il faut échanger, il faut discuter, et ça nous des choses. En Allemagne, en France, tout se passe comme on l'a souhaité. Et puis voilà, on va essayer aussi de diffuser ce live aux jeunes et aux moins jeunes. Et en tout cas, en tous les cas, merci à tous. La confiance sociale toujours, Wiel, tout le monde, Monsieur MLT, Eva Afro. Merci à toi. En plus, c'est ton premier live. Hein. Tu m'as dit que tu faisais pas de live. Donc merci à toi. Tu t'es très bien débrouillé. Oui, le premier et en français, donc j'espère que en français en plus, hein, bravo. ça voilà. aller avec la langue. Ouais, non, mais merci beaucoup. C'est un exercice que tu as très bien réussi. Merci. C'est comme si on faisait un live en allemand, il y aurait juste 3 mots. Donc, ouais, bah, peut-être on va pas le planifier quand même. Ouais, bah écoute, je ferai que juste. Il va durer 3 secondes, 3 mots. Hein, donc... Lesquels? Bon, merci à toi. Belle soirée à tout le monde et je vous dis merci et surtout partagez. Je vais le mettre sur ma page, je vous l'enverrai et puis partagez ces belles paroles de Gamal aussi, expert en géopolitique, qui intervenait aussi à RT Russie, mais bon, c'est terminé. Maintenant, il intervient sur la chaîne algérienne et sur les chaînes africaines. Et puis Nicole aussi, et tu as fini ta thèse ou pas? Pas encore, mais donc je suis en train de la finir. Bah oui, tu fais des lives à 3 heures, c'est normal. C'est ça. Merci encore et voilà, très bonne soirée. Bonne soirée, à bientôt tout le monde, merci.